Amis de la Reconquête, bonjour. Je reçois ce soir Monsieur François Brignot. Monsieur Brignot, bonsoir. Bonsoir, Serge. Ça démarre en fanfare. Allez, papa. Bon. Ensuite, je recevrai Georges Clément pour parler de l'euro, puis l'abbé Argouage pour parler du fameux village breton. Je recevrai ensuite Madame Juliette Mills, qui nous parlera de son festival d'Estrella. Puis Béatrice Fast, qui nous parlera des projets de son programme de vacances famille catholique. Et puis j'aurai au téléphone Bernard Anthony qui parlera de son projet de cathédrale à la Mecque, c'est-à-dire c'est pas pour demain quand même. Et dans la deuxième partie, nous recevrons avec Arnaud Guillot-Janin et Christophe Levallois Monsieur Alexis Sarrette pour parler d'un livre qu'il vient de publier. Voilà. Mais on va parler tout de suite avec François Brignot d'un livre qu'il ne vient pas de publier, qui a quelques mois déjà, qui s'appelle Mon journal de l'an 2000. François, vous n'êtes pas très souvent dans cette émission, en tout cas, enfin à Radio Courtoisie, je vous ai pas beaucoup entendu. Je suis venu quelques fois. Quelqu'un d'assez rare. Mais je vous l'ai dit, j'aime pas beaucoup la radio, je ne m'y sens pas à l'aise. Et ça vient sûrement de l'enfance. Quand j'étais enfant, j'ai été très bègue. Et d'une façon intermittente. Et il y avait quelques fois où je ne l'étais plus du tout. Quelques jours, quelques semaines. Bon. J'avais une élocution terrible. Je parlais beaucoup, un peu trop, comme les bègues qui sont souvent très bavards d'ailleurs. Et puis, dans ma famille, il y avait des conteurs. Ma grand-mère, c'était mon grand-père aussi, c'était des conteurs de veillée. Et quelquefois, j'avais hérité. On disait, il tient deux. Alors, ça me flattait. Je remettais un peu, je remettais une couche, bien sûr. Et puis, crac, ça m'arrivait. Des choses énormes qui blessent l'enfance. Je me souviens, un jour, j'ai dû changer d'école. Et le 1er octobre, je suis arrivé dans une école nouvelle où le maître m'a demandé mes noms, prénoms et d'où je venais, etc. Et j'ai dit mon nom, prénom. Mais je venais de Concarneau. Et je butais beaucoup sur les C et sur les K, parce que Concarneau, c'est un K d'abord. Concarneau, c'est la baie de la Conque. Et j'ai réussi à dire con, mais je suis pas allé plus loin. Mauvais début. Alors j'ai fait une série de con et de con qui toute la classe, après un moment de surprise, parce que quand on a le 1er octobre un souffre-douleur pour un an, on rigole bien entendu. Et là ça a été très fort, même le maître essayait de dire en tapant de la règle sur la table, il essayait de dire allons, mais il pouffait. Et moi j'étais mort de honte, j'avais des larmes plein le corps. Et à côté de moi il y avait un petit garçon, une blondasse, qui se prénommait Achille, et qui est devenu après un excellent copain, d'ailleurs il jouait au foot avec moi. Eh bien, Achille, il était tordu de rire, et il disait con avec moi. Alors ça a été mes premiers débuts dans la violence, et je lui ai cassé mon plumier sur la tête, le cuir chevelu n'a pas résisté, il y a eu du sang partout, et je me suis retrouvé au piquet dehors, pour être vu par le directeur. C'était bien plus grave que le piquet dedans, qui était pour des choses vénielles. Et c'est une infirmité qui m'a poursuivi, et comme ma mère était une personne d'imagination, elle avait remarqué que mon bégaiement était lié à la lune. Bien sûr, on était en Bretagne, je vous signale. Alors, les mères ont les marées, les femmes ont leurs règles. Il était normal que j'ai une sorte de rétention de consonnes à certains moments. Et donc, ça va vous faire plaisir, mon cher Serge.
nous étions des gens rationalistes, instituteurs laïcs et tout le reste, mais sur la médecine, il y avait une différence quand même entre les médecins et les guérisseurs. Ce qui est normal, parce que les médecins, ils donnent une médecine, et les guérisseurs, comme le nom l'indique, ils guérissent. Donc il y avait un sorcier qui s'est occupé de moi, et qui a écouté ma mère lui dire que c'était la lune. Alors il a dit d'accord, c'est la lune. Et elle lui a dit, à la prochaine grande lune, pleine lune, vous allez mettre du coton hydrophile de l'ouate sur la fenêtre. Et après, vous lui ferez des cataplasmes. C'est le cataplasme à la lumière de lune. Et alors, elle a donc capté la lumière de la lune, on m'a fait des cataplasmes sur le corps. Elle a été la seule à trouver qu'il y avait une amélioration dans mon corps, mais elle y a tenu beaucoup. Moi, j'avais déjà trouvé un remède. C'était la chanson. Ah oui. Parce que je m'étais aperçu que lorsque je chantais, je ne bégayais pas. Je me dis, tiens, c'est quand même curieux. Enfin, c'est un remède qui est assez curieux et difficile à faire, délicat en tout cas. Parce que quand on m'envoyait chercher le pain chez la boulangère, si pour ne pas bégayer et dire je voudrais une miche, j'étais obligé de dire, de lui chanter Madame la Marquise, voudriez-vous me donner un pain de 6 livres? Ça marchait pas. Donnez-moi une miche. Et pourtant, j'étais sur le chemin de la vérité. Parce que bien plus tard, un de mes amis a signalé mon infirmité à Louis-Ferdinand Céline, qui avait un cœur gros comme ça, sauf pour quelques gens, mais enfin, pour l'ensemble, il avait un grand cœur. Et il lui a dit, mais bon, votre ami, c'est un connard. Lui, il n'avait pas besoin de le répéter plusieurs fois. Il était toujours délicat. Il dit, parce que il est breton. Quel est l'instrument de musique des Bretons? C'est le biniou. Comment marche le biniou? En se dégonflant. Comment peut-il se dégonfler? C'est parce qu'on l'a enflé, il a aspiré de l'air. Qu'il fasse la même chose. Avant de parler, qu'il se remplisse les poumons et qu'il parle en expirant. Je voyais pas tout de suite être mort, mais enfin, mais c'est toujours difficile quand même quand vous sentez que ça va venir, parce qu'on s'en sent. Dire à une jeune femme à qui on dit, vous avez, avant de lui dire, vous avez les plus beaux yeux du monde, si on lui dit, attendez un peu, je vais faire le biniou, ça fout tout en l'air, ça. Alors je me suis traîné avec ça et j'en ai gardé longtemps. Ça s'est arrangé, c'est reparti. Mais l'enfance revenant maintenant, j'ai peur un peu. J'ai toujours eu peur de parler et je me suis mis à écrire. Oui, et ça m'a aidé beaucoup parce que quand on est bègue et qu'on sait qu'on va buter sur un mot, on cherche un synonyme. On cherche un mot qui va le remplacer. Et ça vous donne du vocabulaire. Et quand on est écrivain, ça peut servir pour le vocabulaire. Donc si je suis pas venu à votre radio, plus souvent vous m'avez souvent invité, etc. Mais c'est surtout pour ça, c'est une certaine angoisse. Je ne suis pas à l'aise. C'est ça vraiment qui... C'est une des raisons. C'est une des raisons qui ont... Mais aussi, est-ce que c'est pas une des raisons, enfin vous venez de répondre positivement à ça, mais qui ont déterminé votre carrière? Non. Mais enfin, quand même, quand on est enfant, j'ai commencé j'étais précoce, moi. J'ai dû savoir lire à 4 ans, quelque chose comme ça. Et mon premier journal, je l'ai fait, j'avais 12 ans. 11 ans et demi même. Il s'appelait David. Ça va étonner beaucoup de gens, mais c'est comme ça. Mais c'était à cause de Copperfield. Oui. Ah oui. Mais vous avez toujours été une espèce de David contre Goliath aussi, donc... Non, parce que mes parents étaient très, très gentils, très bons. J'ai jamais eu de marâtre, j'ai jamais eu de méchant. J'ai pas eu de méchant.
Mais quand même, je croyais que les jeunes garçons étaient très très en avance sur mon temps. Et je croyais qu'il était normal que l'on trouve les moyens de s'opposer aux adultes. Quand on a cette idée en tête à 11 ans. Ça commence mal. Mais comme je n'étais pas j'avais des moments où j'étais très 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 communicatif, et puis d'autres où je ne l'étais pas du tout. Donc je suis quand même rentré dans l'écriture comme ça. Le bégaiement m'a mené à l'écriture. Comment ça se passait à l'école? Vous avez dit tout à l'heure, ça a été mon premier acte de violence sur Achille la blondasse, mais vous êtes connu dans les bons milieux pour ne pas avoir l'habitude de tolérer longtemps qu'on vous marche sur les pieds. Enfin, en tout cas, ça a été le cas pendant des années. J'ai des souvenirs précis, des récits qui m'ont été faits par des témoins. Ça avait quand même tendance à voler un peu bas de temps en temps. Oui, j'étais pas... Mais c'est une époque aussi, on tolérait pas beaucoup. Maintenant, on vous traite de tous les noms. On vous vend même un t-shirt avec enfoiré sur le dessus, et tout le monde l'achète, se précipite pour... C'était pas si on employait des mots comme ça, c'était sûr que c'était très très difficile, selon les régions. Parce que quand j'ai quitté la Bretagne pour aller à Bordeaux, on employait des mots à Bordeaux qui auraient fait une tuerie à Concarneau. C'est comme ça. Mais j'étais pas d'une violence extrême, mais j'étais quand même... j'avais la tête assez près du bonnet, quoi. Là, vous avez fait une carrière, en fait, de bagarreur de la plume aussi, parce que vous avez été un pamphlétaire. Oui. Vous êtes encore un pamphlétaire. Mais est-ce que vous avez fait avant... Moins, oui, c'est vrai. Mais est-ce que vous avez fait avant ce journal de l'an 2000, est-ce que vous avez eu, comme je crois beaucoup de journalistes, même beaucoup de personnes en tout genre, l'envie, l'idée de commencer un journal avant? Est-ce que vous avez déjà commencé un journal? J'ai fait des tentatives, mais j'ai jamais écrit comme ça un journal. Celui-là, je l'ai écrit parce que je n'avais plus de journal, je n'écrivais plus dans un journal. Et alors, je me suis dit qu'il fallait que je fasse mon journal pour moi. Un journal où j'aurais dit non pas ce qui me passait par la tête, mais ce que j'avais dans la tête. Et dans l'esprit, dans le cœur, dans les tripes aussi encore. Je venais de sortir d'une épreuve grave, un chagrin politique très très grave, et qui ne m'a pas quitté. Et donc j'ai essayé enfin de réagir comme ça, parce que je me sentais... c'est facile d'aller pleurer dans son village, ce que je pensais faire, être là dans sa cour tout seul. Mais on a besoin de... Moi, en tout cas, j'ai eu besoin, et on n'est pas toujours logique avec soi-même. Hein, il y a bien des choses où je vois bien où j'aurais pas dû le faire comme je l'ai fait. Mais ce livre, je l'ai commencé comme... Enfin, ce journal, je l'ai commencé comme un défi. D'abord un pari. Est-ce que je suis capable de le faire sur un an? C'est un travail astreignant, difficile. Hein. C'est pas rien d'écrire, parce que ça vous représente plusieurs heures par jour de lecture, plusieurs heures par jour de recherche. Si vous voulez traiter un sujet à ma façon, parce que c'est pas le livre au fond de l'an 2000, c'est un livre d'un marginal. C'est un homme qui est à contre-courant, et même à contre-courant de certains de ses amis. Donc ça complique beaucoup de choses, et ça représente pas... Enfin, le sommeil en moins, ça représente 15 heures de travail par jour, et dont 4 ou 5 d'écriture. J'ai écrit plus de 700 pages pour en retenir 280, je crois, qui ont fait 400 pages écrites, et sans compter les brouillons,
souvent ce qui semble le plus facile, c'est ce qui a été le plus difficile à écrire. Parce que autant je suis un journaliste de vue, d'impression, de sensation, d'émotion, autant je suis pas très à l'aise dans tout ce qui est l'explication des idées. Il faut que je m'y reprenne parce que aussi l'âge venant, on veut serrer de près la vérité, et la vérité est toujours plus subtile que ce que l'on croit à 30 ans ou 40 ans. Alors, ce qui est à noter, c'est que c'est pas un journal comme les autres. C'est-à-dire, c'est pas un journal qui commence par 1er janvier 2000, 2 janvier 2000, 3 janvier 2000. C'est classé par mois. Et chaque mois, il y a un regard sur les événements. Et puis, il y a également tout le temps un va-et-vient entre l'actualité et les souvenirs. Ça, on voit bien que toute votre réflexion sur l'actualité aujourd'hui, elle est nourrie de souvenirs. Et curieusement, alors que vous avez eu une carrière extrêmement riche de journaliste, de reporter, de globe-trotteur de la presse, eh bien, ce qui domine, c'est les souvenirs d'enfance ou les souvenirs de jeunesse, jusqu'à pratiquement l'épuration. La partie des souvenirs professionnels est assez peu évoquée finalement. Vous parlez peu de l'Afrique, vous parlez peu d'Israël, vous parlez peu de vos reportages dans le monde. Israël, j'en parle un peu. Oui, mais pas tellement à propos des reportages que vous avez faits. Vous évoquez la question, bien sûr. Mais c'est un problème qui m'a souvent poursuivi, c'est que en tant que journaliste, on ne parle pas de soi. Et quand j'ai écrit mon après-guerre, j'essaie de me mettre un peu à côté, mais j'y suis tout le temps. Mais de parler de choses que j'avais vues surtout. Et là, dans ce livre, je suis rattrapé toujours par je pense pas que je parle tellement enfin, de mon enfance, mais je parle de ma vieillesse plutôt, parce que enfin, moi, ce que je retiens de ce livre, c'est les pages où je raconte comment je suis devenu vieux. Oui, ça c'est... Je pense à la mort de mon chien. Je n'ai pas parlé de mes enfants, je parle pas de ma femme, je parle pas de l'amour. Or, qu'un homme qui est maintenant tout près sur les chemins de la mort, c'est un homme qui devrait pouvoir parler de ce qui a compté dans sa vie. Pas du tout. J'ai essayé d'éviter cela parce que j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Et je ne veux pas du tout gêner. Je suis un homme d'un côté solitaire et d'un autre côté très lié à ce que j'ai fait dans la vie et à tous les gens qui m'entourent. Oui, c'est un livre extrêmement pudique. On voit bien, même d'ailleurs dans l'expression du chagrin. Et ce qui est frappant aussi, c'est que c'est un livre d'un homme. C'est le livre d'un homme qui, en quelque sorte, raconte ses cicatrices. Voilà, je suis blessé là et voilà comment ça s'est passé. Je suis blessé là et voilà pourquoi. C'est ce qui donne une espèce de dimension très très personnelle au livre. Je pense par exemple au mois de février où on voit que une des cicatrices les plus douloureuses que vous gardez dans votre âme, c'est la mort de Brasillac. Ça, c'est, je crois pas que vous ayez jamais écrit un livre sans y faire au moins une allusion au détour d'une page. Et là, vous y revenez encore, et ça finit par être étrange, cette espèce de... Mais je n'y peux rien. Février me ramène toujours au 6 février. 6 février, c'est une date qui est restée parce que j'ai vécu ça à Fresnes et la manière dont je l'ai vécu, je ne l'oublierai jamais. Donc je pourrais n'importe quoi faire n'importe quoi. Je suis pas pourtant un homme de cérémonie, je vais pas aux messes, je vais pas sur les tombes, je suis tout à fait en dehors de ces choses-là, mais ça me saisit. Et je peux vivre, d'ailleurs c'est une de mes, je suis comme ça, c'est que je peux faire semblant d'être là, puis je suis plus là.
Il y a une autre cicatrice qui est alors beaucoup plus récente, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est celle de la rupture. Oui. La fracture du mouvement national. Et là, c'est doublement intéressant parce que vous êtes probablement vous avez été un des hommes les plus proches de Le Pen. Vous avez été un des hommes les plus directement impliqués dans la naissance, l'évolution, à la fois comme spectateur et comme acteur du Front National. Et puis, vous avez été un des hommes les plus immédiatement présents au moment de la rupture. Et vous avez fait un choix qui était un choix qui a dû surprendre beaucoup de gens. Parce que c'est vrai que par toutes les fibres, à la fois par vos origines, si j'ose dire, raciales, ou ethniques en tout cas, ou je sais pas comment dire, culturelles, par votre âge, par vos souvenirs, par tout ça, vous êtes beaucoup plus proche de Le Pen que de Maigret. Et pourtant, il y a un moment où vous dites... non possumus. Ça ressemble en rien, parce que Jean-Marie, je le connais depuis très longtemps, et je l'ai connu, comme nous avons 10 ans de différence, et que je suis plus vieux de 10 ans, lorsque je l'ai connu, c'était pas un gamin, mais c'était un jeune homme plein de talent, de puissance, et qui avait en lui ce qu'il a encore, et les qualités et les défauts inhérents à ces qualités, c'est comme ça. Je ne me suis jamais fait d'illusions sur Le Pen, pas beaucoup d'illusions, et j'ai toujours eu une admiration très grande pour lui, pour ce qu'il a d'exceptionnel, et un côté génial chez Le Pen. Et puis un autre côté qui est destructeur, voilà. Et j'ai pensé que, l'âge venant, le génie serait peut-être atténué, mais les puissances de dislocation le seraient aussi. Et puis quand j'ai vu arriver, parce que pour moi, cette rupture a été ne parlons pas même de politique, ne parlons que de sentiments personnels, un chagrin immense. Parce que j'avais le sentiment pour la première fois depuis un demi-siècle, les gens de notre famille allaient pouvoir compter vraiment dans la vie politique française. Cette vie politique, c'est comme ça, il faut le prendre comme ça, ne vaut que par l'élection. Si vous ne comptez pas dans l'élection, vous ne comptez pas. Et Le Pen avait réussi à convaincre toute cette droite difficile et à la rassembler sur le nombre. Et lui-même n'a pas protégé ce nombre pour des raisons. Je ne vais pas rentrer ici, je ne vais pas faire de polémique. Et parce que nous sommes même maintenant, je me considère, même maintenant, malgré le divorce, malgré la cassure, malgré le naufrage, je continue à penser que nous sommes dans un pays envahi, et que nous sommes que nous sommes ensemble ou pas ensemble, nous sommes ensemble contre les autres. Donc tout ça, c'est sûr pour moi. Et donc je ne dirai pas au micro publiquement ce que je pense, parce que on ne ferait que troubler, que diviser encore plus, et en tout cas de ma part, je ne le ferai pas. Mais cela étant que nous sommes des hommes, nous sommes des journalistes, nous sommes des gens d'information, nous pouvons discuter de faits, mais on a essayé de le faire. Et on a essayé de le faire. Mais cette chose étant, c'est vrai que c'est arrivé à un moment, ne parlons que sur mon plan personnel, et qui n'a aucune espèce d'importance, mais pour moi, ça en a un petit peu. Guenille, oui, mes chers. Je suis sorti de cette affaire. J'ai écrit d'ailleurs un livre aussi, Jean-Marie m'a tué. Eh ben, je suis pas ressuscité, quoi. Oui, j'allais vous poser la question, est-ce que vous considérez que c'est quelque chose de... C'est une maladie, enfin, ou une souffrance, une souffrance, disons le mot, dont vous êtes guéri, ou est-ce que c'est encore quelque chose qui vous je suis pas guéri, non. Je crois que je mourrai avec ça.
Il faudrait pas croire que ce livre, c'est ça. D'abord, c'est une partie du livre, une petite partie du livre. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a 12 mois dans une année. Même l'an 2000 a eu 12 mois, comme pratiquement toutes les autres années, depuis un certain temps déjà. Et à chaque fois, il y a des événements. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a dans ce livre une alternance de souvenirs, je l'ai dit, de considérations sur l'actualité, considérations comme celles qu'on vient d'évoquer. Et puis, il y a des pages... Je sais que ça va pas vous plaire si je dis ça, mais je le dis quand même, d'une incroyable vachardise. On sent quand même que de temps en temps, le léopard des mers se réveille, et alors il sort toute défense dehors, et les requins ont quand même intérêt à se planquer parce que la morsure va être cruelle. Je pense à un chapitre sur le président Chirac, qui mérite d'être lu quand même. Je crois qu'on n'a pas souvent écrit des choses aussi directes sur un personnage aussi éminent. Mais c'est vraisemblable, mais là, il faut bien vous dire que j'ai commencé, ma première condamnation politique, c'est avec Vincent Auriol. Alors, ce n'était pas facile, je suppose, d'être condamné pour offense au chef de l'État du temps de Vincent Auriol. Il avait envoyé à la mort quelques-uns de mes amis, parce que ces gens qui étaient contre la peine de mort, ils ne graciaient pas. Hein. Ah non, ça n'était pas... Ils sont restés assez raides à la toile pendant un bon moment. Alors, Mitterrand inclus. Si on gomme ça de moi, on comprend plus rien. Je suis né à l'action polémique et terroriste journalistique en 1944. Et j'ai jamais admis l'histoire qu'ils ont racontée. Je vous dirai tout à l'heure quand on finira une des joies de ma vie. Je vous dirai, et elle est liée à cela. Mais c'est sûr que je n'ai plus là-dedans. J'ai plus tendance maintenant à excuser, à pardonner, à comprendre des choses. Mais ce que j'avais pas avant. Avant, quand on est blessé, horriblement blessé, surtout dans la vie de ses copains, de ses amis, eh bien, on est plus raide. Maintenant, il y a un côté bonhomme. Il y a un portrait de Jospin en Palestine aussi, la fameuse affaire du caillassage qui est... Oui, puis il y a ce que j'aime dans ce livre, c'est que on retrouve tous les acteurs. En 2000, j'ai trouvé quand même tous les acteurs de 2001. Et on voit DSK et mon ami Anne Sinclair. Oui. On en reparle beaucoup, là, ces temps-ci. Oui, ça m'étonne pas, parce que elle a tout fait pour ça. Mais elle avait oublié que, quand même, quand elle a épousé le ministre de l'économie, de l'industrie et des finances, elle ne pouvait pas penser qu'il serait un jour mis en examen. Et lui, quand il a épousé la vedette, la super vedette de télévision, il ne pouvait pas supposer qu'elle serait vidée. Son bureau du jour au lendemain. Et elle est virée à cause de lui, parce que quand on voit ce type fantastique, ce Rastignac, qui maintenant est devenu un petit vieillard qui fume la pipe, eh ben, à TF1, ils aiment pas ça. Une vedette comme ça, avec un type qui tête la bouffarde, ils aiment pas. Mais on assiste à une comédie burlesque tragique, mais on la voit tous les jours devant nos yeux. Et quand je pense que cette dame m'a fait condamner 4 fois, avec une fois comme témoin de moralité, Monsieur Noir, qui était venu pour témoigner dans un hélico que lui avait donné son beau-père, Monsieur Botton. Beau-fils. Il y a de quoi. Oui, hein. oui, il y a de quoi s'appeler derrière contre la suspension. Mais il y a une question que je vais vous poser. Quand vous considérez ces gens-là, ce que j'ai appelé, moi, dans le Libre Journal, le marigot, et que vous mettez en perspective avec ce que vous avez connu depuis 50 ans, plus de 50 ans maintenant, vous avez l'impression que ça a changé? Vous avez l'impression que ça s'est aggravé? Ou est-ce que ça a toujours été comme ça? Ça s'est aggravé. Ça s'est vraiment aggravé. C'est aggravé, mais on ne peut pas le dire ici. Pourquoi? Mais il y a une raison. Oui, il y a une raison. Alors, chers auditeurs, cherchez la raison, voilà. Moi, je crois deviner, mais je ne veux pas m'avancer. Je vous laisse faire les recherches vous-même.
Quel est le personnage qui vous paraît le plus, dans le marigot ou dans le théâtre politique actuel, celui qui vous paraît le plus pittoresque, le plus intéressant à observer? Quel est celui qui vous intéresse le plus? Allègre. Ah ouais. Non. Mais c'est un... Quand on nomme patron de l'éducation nationale, un homme qui parle mal le français, et qui, tout en étant socialiste, a vu que la dictature de l'enseignement l'empêchait de prendre les réformes nécessaires, et qui, dans un charabia énorme, dit quelques vérités, et qui se fait virer comme ça, toujours avec une gueule d'ahuri complet, c'est prodigieux, quoi, ça. Ça, c'est Molière. Oui, j'allais dire, c'est un personnage du théâtre de Molière. C'est un personnage de la Commedia dell'arte, d'ailleurs. Je suis sûr que c'est un honnête homme, je suis sûr que c'est... Mais il a l'air comme ça, il arrive avec les yeux. Et en plus, il démontre, et il dit, moi qui suis l'homme des enseignants, je vais leur dire, vous ne pouvez pas continuer comme ça. C'est prodigieux. C'est-à-dire c'est probablement un vrai démocrate. Il croit que d'être ministre, ça lui a donné un pouvoir. Il pense qu'il est détenteur du pouvoir qui est attaché. Député du Mammouth, je vais vous dégraisser. Ah ben ça ne peut pas. C'est étrange. C'est prodigieux. Alors c'est pas un imbécile forcément. Non. Et je crois que c'est un homme. Mais là aussi, moi je crois pas du tout. Je ne crois plus du tout. Mais là, je crois que je n'ai jamais cru d'ailleurs. J'ai jamais cru à la droite et à la gauche. J'ai entendu l'autre jour, par exemple, un homme très intelligent, bien sûr, qui reprochait à Madame Boutin, elle qui avait été contre le Pax, de prendre parti avec les prisonniers pour protester contre la manière dont ils étaient traités. Mais enfin, on peut très bien être de droite et d'extrême droite et de dire qu'on ne doit pas traiter des prisonniers comme on les traite actuellement dans la République humanitaire. Bien sûr. C'est pas parce qu'on est un homme d'extrême droite que l'on va être pour la manière dont les jeunes enfants, les adolescents sont sodomisés dans des cellules à 6 ou 7. Tout ça, ça n'a rien à voir. En quoi c'est ça la droite ou la gauche? Moi, quand je suis rentré la première fois dans une prison, eh bien, quand j'ai vu comment on était traité, j'ai dit, je suis content qu'il y ait des juges et qu'il y ait des hommes riches qui viennent, ils vont voir ce que c'est une prison. Parce qu'ils ont condamné pendant des années et des années des gens à être emprisonnés, ils n'avaient jamais vu comment c'était une prison. Mais là, on revoit d'ailleurs le même mouvement. Depuis que les hommes politiques vont en prison, depuis que les chefs d'entreprise vont en prison, depuis que des députés vont en prison, ils commencent à s'interroger sur la nécessité, peut-être, de revoir les conditions de détention qui sont pas ce qu'on pourrait espérer, etc. Non, ouais, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est pas la peine d'être d'extrême gauche pour le dire. Les conditions carcérales sont un scandale irréparable. Enfin, c'est une honte invraisemblable ce qui se passe. Quand on est un peu informé de la façon dont ça se passe dans les prisons par le courrier qu'on peut recevoir, je sais que Radio Courtoisie est écouté dans les prisons, puisqu'on a pas souvent, mais disons parfois des lettres de détenus, et quand on rencontre des détenus à l'extérieur, on est frappé par ce qu'ils racontent. C'est vraiment quelque chose d'épouvantable. Et ce qui est terrible, c'est que c'est aussi épouvantable pour les gardiens que pour les détenus. Car, au fond, les gardiens, ils sont en prison de l'autre côté des barreaux. C'est terrible. Et ils vivent un véritable cauchemar. Bon, pour des raisons, encore une fois, qu'on laisse... Mais quand on a créé Fresnes, enfin, les cellules étaient pour un détenu. Et maintenant, je ne sais pas combien ils étaient, mais nous, on était à 3 et 4. Alors, rien que ça, aller faire ses besoins devant les autres, c'est comme le bégaiement. Ça vous marque. Oui. Je crois que c'est la fin, là. Non, il nous reste encore 5 minutes, 5-6 minutes. Je voudrais vous raconter cette petite histoire. Je voudrais vous poser une dernière question. Vous disiez que l'homme qui vous paraissait le plus pittoresque, c'était Allègre. Non, pittoresque, Allègre. Et maintenant, je voudrais vous demander, à votre avis, quel est
l'homme le plus néfaste à l'heure actuelle dans le système politique français? Il y a eu la concurrence. Ouais. C'est pas forcément un homme politique. Mais c'est des gens qu'on connaît pas bien, c'est ça. En plus, c'est un tout quand même. Là. À l'heure actuelle, on est devant un système, nous sommes exclus. Nous sommes morts. Il faut pas se faire d'illusions. Nous ne participons à rien. Un jeune écrivain de talent qui a le malheur d'être de notre bord, il sera jamais invité, il ne passera jamais, on ne publiera pas ses livres, il sera mort avant d'avoir même pu donner quelque chose. Ou alors il faudra que, enfin, je parle pas d'écrivain de talent là, mais je veux dire, ou alors il faudra qu'il fasse comme certains qui viennent à faire repentance, et non seulement faire repentance, mais renier ses anciens amis, mais les injurier, mais les salir. Il restera toujours quelque chose, et si Laurent, si Déon réussit à un moment donné à rentrer à l'Académie française, c'est terminé. Il n'y aura pas quelqu'un marqué de près ou de loin. Il n'y aura pas un homme qui pourra rentrer à l'Académie française s'il a été ne serait-ce que l'ami de Le Pen ou a fait partie de... Ou qu'il a simplement refusé de cracher dessus. Voilà. Alors, comme c'était la dernière question, j'ai droit traditionnellement à une de plus, puis après je vous demanderai de nous raconter ce souvenir que vous évoquiez. Je suis pas assez marqué, peut-être dans dans cette émission, j'ai pas assez marqué le plaisir que j'ai à écrire, le bonheur que j'ai trouvé, la paix intérieure dans les chagrins divers, qu'ils soient privés ou qu'ils soient politiques, à écrire. Mais je n'ai jamais dit aussi le bonheur que j'ai eu quelquefois à être lu. Il y a quelques jours, j'ai reçu d'un instituteur du Pays Basque une lettre. Une lettre qui disait: Monsieur, voilà, un des textes de vos chroniques m'a plu. Je l'ai découpé et je l'ai donné en dictée à ma classe. Et je ne dirai pas le nom de cet instituteur, parce que donner un texte de Brignot, l'immonde, le salaud, l'ordure, Brignot, l'homme qui 50 ans après dit que le maréchal Pétain en 1940 représentait l'honneur et l'espérance des Français, ça n'est pas possible, c'est vrai. Mais il l'a fait. Il a fait, je vais vous lire le texte qu'il a choisi. Vous verrez d'ailleurs l'ignominie de ce personnage aussi. Ça s'appelle « Le feu chez moi ». Ma femme arriva vers 4 heures. J'entendis son taxi. Je sortis pour l'accueillir et la préparer à la nouvelle. Elle attaqua l'escalier d'un pas décidé, mais quand elle découvrit le spectacle, au premier, elle fit « Oh !» recula, porta une main à sa bouche et se mit à pleurer sans bruit. Ce n'était pas joli à voir. Il n'y avait plus de fenêtres, plus de persiennes, plus de rideaux. La boîte qui recouvrait les murs, la toile qui recouvrait les murs était carbonisée, en débris de plâtre noirci. Le plafond se trouvait sur le plancher. L'armoire, dont nous étions si fiers, ressemblait à une épave. Les robes, jupes, pantalons, chemisiers pullovers n'étaient plus que des torchons tortillés, couleur de suie, et surtout, oh mon Dieu,
Mon Dieu, dit-elle, de son petit musée personnel, il ne restait qu'un bout de cendre, résumé en une série de boîtes pleines de carnets, cahiers, lettres, billets, cartes postales, mèches de cheveux, que nouaient des rubans de couleur, des dessins enfantins. Toute sa vie avait disparu. Voilà la lettre. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ce que vous avez, c'est la copie d'un élève qui a fait la dictée. La dictée qui a été donnée à une classe et tous les élèves, à la demande de cet instituteur, je vous ai amené les documents, ont signé. Et la lettre et l'exemplaire que j'ai, qui est signé de Anne, et qui a été faite par une jeune fille qui s'appelait, un enfant qui s'appelait Anne, 20 sur 20. Oh là, sans faute, c'est magnifique ça. Ah oui, Anne, 5e D, une jolie petite écriture, et effectivement il y a toutes les signatures, bonjour Monsieur Brignot et tous les enfants qui ont signé. C'est vrai que c'est très... Eh bien, je voudrais vous dire que cette page m'a récompensé de beaucoup d'heures passées en solitaire à écrire, de beaucoup de chagrin, de beaucoup d'affronts, de déceptions et d'une exclusion. Ça me réconforte et ça m'encourage. Dans une quinzaine d'années, vous allez voir ce que je vais faire. On attend de pied ferme. Victoria, des messages pour François ? Il y a le fan club, oui. Début d'émission magnifique avec la présence et le récit de Monsieur François Brignot. Merci Monsieur de Beketch, gardez-vous bien, vous nous êtes indispensables. Toutes mes amitiés à François Brignot, je naviguais en 1930 à Concarneau pour la pêche au germon sur les voiliers. Je regrette la ville close. Je n'oublierai jamais, nous dit cette auditrice, l'allocution de François Brignot pour l'Anti 89. J'avais les larmes aux yeux. Merci à Serge de Beketch d'avoir invité François Brignot. Merci à François Brignot d'être François Brignot. Je suis bouleversée de l'entendre. Et un auditeur aurait bien aimé, mais il n'aura peut-être pas le temps. François Brignot, toute ma sympathie et mon admiration, pouvez-vous nous dire quelques mots sur les raisons qui vous ont amené à vous identifier à ce délicieux petit port breton de la côte sud près de Douélan, autre merveille, et qui était célébré avec émotion par Jean Mérien, qui est totalement oublié aujourd'hui et qui avait pris lui-même le nom d'une magnifique rade foraine tout près de là. C'est simple, c'est un petit port, mais Mérien c'est un port avant. Brignot c'était un port où on allait en relâche quand il y avait du gros temps de sud. Et avant de rentrer à Concarneau, quand on avait été pêcher la sardine, eh bien on allait là et ça me frappait parce que c'était un des coins c'était un port jouet. Il n'avait l'air de rien quand la mer était basse. Quand la mer était haute, il avait l'air d'être quelque chose. Et c'est bien l'image des enfants se font. À un moment donné, ils croient qu'ils sont quelque chose. Et quand la mer est basse, ils sont rien. Merci François. Et puis un dernier, c'est le bègue de toutes les régions, unissez-vous. J'étais bègue jusqu'à l'âge de 15 ans et j'ai été soignée à Marseille en 1935 par la méthode du professeur Rabattu, uniquement, comme vous l'avez dit, par rééducation de la respiration. Et en 2 mois, ça s'est passé définitivement. Ben non, je corrige, c'est pas uniquement par la respiration, il y a aussi le coton de lune. Oui. Pas négliger le coton de lune dans cette affaire. J'ai toujours la méthode à la maison et si l'on veut prendre contact avec moi, je laisse mon numéro de téléphone à la radio. Bègue, vous pouvez téléphoner. Voilà. Ce monsieur est à Vincennes. Bègue de tous les pays, unissez-vous. Mais on fait des miracles là, en ce moment. Moi, j'ai vu l'autre jour, il y avait un reportage à la télévision sur un jeune bègue, mais alors un jeune bègue, c'était une épouvantable infirmité qu'il avait. Il était pratiquement incapable de parler, et on voyait les progrès extraordinaires qu'il avait fait. C'était un reportage d'une émotion, mais bouleversante. Merci François Brignot. Alors, ce livre, Mon journal de l'an 2000, qui est votre quantième, je sais pas, 30, 40e bouquin peut-être ? Non. Non, quand même. Si on compte les derniers cahiers, ça fait beaucoup. Ah oui, voilà. Mais il faut se dépêcher parce que c'est la fin du tirage et il n'y en aura pas d'autres. Alors il faut le dire. Alors c'est donc en auto-édition François Brignot, 21 rue Mademoiselle. Vous écrivez 21 rue Mademoiselle, 75 015. Et vous envoyez. Il coûte 150 francs, mais
Mais 20 francs pour de frais de poste. Et encore, c'est un cadeau. Parce que chaque fois que vous payez 20 francs de frais de poste, je paye 15 francs parce que c'est 35 francs que ça revient. Mais comme je suis bon. C'est bien. On peut même demander une dédicace parce que j'ai vu que Madame Anne le Pape vous extorquait des signatures. Alors elle vient avec son petit cabas, il y a les livres dedans, François signe, dédicace les signatures, dédicace les ouvrages, et Anne s'en va avec son cabas plein de livres. Et je lui dis, mais pourquoi vous faites pas ça vous-même ? Depuis le temps que vous connaissez François et que vous lisez son écriture, vous devez pouvoir l'imiter. Et elle m'a regardé comme si j'avais dit une grossière. Et puis je dois dire que nous allons sans doute fermer ces éditions cette année. Et en tout cas, nous ne vendrons pas en euros. Bien, donc je vendrai mon stock et mes livres, les derniers livres. Celui-là, il était presque épuisé. Il reste quelques centaines, mais il va être épuisé. Mais donc ceux qui veulent ce livre, il est urgent de commander. Je suis un très mauvais. D'ailleurs, étant bec, je peux pas être commis voyageur, c'est bien certain. Mais je ne peux pas faire de réclame pour. Mais en tout cas, je sais que je vais faire une grande promotion à la rentrée de septembre, parce que je veux tout ce que j'ai écrit jusqu'à maintenant. Ça ne sera jamais vendu en euros. Voilà une décision héroïque, mais on pourra revenir à l'ancienne méthode. On pourra échanger contre deux poulets de grain, si vous me donnez une bouteille de Chablis, je pourrais vous donner un cahier, ça c'est sûr. Merci François. Je rappelle l'adresse. Alors mon journal de l'an 2000. Donc je rappelle l'adresse. 21 rue Mademoiselle, 75 015, 170 francs franco, et vous pouvez demander une dédicace. Ce que je vous recommande, parce que vous verrez, ça vous permettra de voir l'écriture extraordinaire de François Brignot. J'en ai déjà parlé souvent dans mes papiers, mais c'est vraiment une écriture dans laquelle est tout l'homme. Puis-je dire encore un mot? Serge, je ne t'ai pas remercié pour l'article tellement charmant, doux, tendre copain que tu m'as fait. Et maintenant, on peut se tutoyer puisque l'émission est finie. Merci, ça m'a été aussi au cœur. C'est gentil, mais c'était vraiment très très sincère. Et puis vous avez fait mieux que me remercier, puisque vous m'avez accordé le cadeau extraordinaire de me donner un papier tous les 10 jours dans le Libre Journal, quand même. Bien qu'il soit écrit par un de vos nègres qui s'appelle Zapper Camembert. Il est dur à tenir. Qui est dur à tenir, mais il y a 2 pages dont je recommande la lecture à ceux. Mais je sais pas pourquoi je tombe toujours sur des gars comme ça. Des femmes comme ça. Avant c'était Mathilde Cruz, maintenant le Zapper. Elle avait du poil aux pattes, celle-là aussi. Le Zapper est pas mal non plus. Merci François. Merci. Georges Clément, vous faites votre entrée en musique sur une musique douce, alors que votre projet n'est pas spécialement doux, puisque vous avez déclaré la guerre à l'euro. On en parlait avec François Brignot à l'instant. Oui. Lui, il refuse de vendre en euros. Vous essayez de convaincre vos concitoyens qu'il ne faut pas acheter en euros. Oui, enfin, j'essaye de les convaincre déjà de se rendre compte de ce qui va se passer en fin d'année. Et à la fois sur le plan matériel, mais sur le plan psychologique. Il y a quand même en ce moment dans l'accumulation déjà des documents dans la presse, des publicités, etc., un panorama qui nous fait rentrer dans un pays étranger, en France. Et que les conséquences de l'arrivée de l'euro seront pas seulement financières, matérielles, commerciales, techniques, et elles vont l'être, hein, mais ça va être également un effondrement psychologique de centaines de milliers de gens. Qui ne s'en rendent pas compte. C'est certain. Il y a un aspect quand même qu'il faut peut-être souligner dès le départ, parce que c'est quand même l'aspect essentiel. Essentiel, pratiquement essentiel. C'est que on va avoir maintenant, on a en ce moment même la preuve extraordinaire, la preuve aveuglante qu'on nous a menti depuis le début. On nous a dit au début, il faut un euro fort pour faire face au dollar, pour résister au dollar. Ayons un euro fort. Alors, pour des raisons que personne n'explique, l'euro est en train de se casser la figure. Et on nous dit, mais c'est très bon.
Alors hier, on nous disait c'est bon que l'euro soit fort parce qu'on fait face au dollar. Aujourd'hui qu'il est faible, on nous dit c'est bien qu'il soit faible parce que ça facilite nos exportations, en négligeant d'ailleurs totalement le fait que ça facilite peut-être beaucoup nos exportations, mais comme ça transforme nos importations en catastrophe, voilà. ça débouche sur des problèmes insurmontables. Accessoirement, je lisais ce matin un article fait par un spécialiste qui disait que le franc, du fait de son embarquement dans le train fantôme de l'euro, se trouve dévalué de 15%. C'est-à-dire qu'en réalité, sa valeur réel, son pouvoir d'achat est réduit de 30% par rapport à ce qui serait normalement. Oui, c'est ce que j'ai vu, c'est 30% par rapport au dollar qui est le seul maintenant. Alors, ce qui veut dire que toutes nos importations, notamment en pétrole, etc., sont augmentées, se trouvent majorées de 30%, uniquement parce qu'une bande de tarés, de cinglés, de demi-fous, et encore je dis demi... je suis un peu modeste, ont décidé de nous faire adopter une monnaie unique, alors qu'on pouvait très bien avoir une monnaie commune. Absolument. Et qui était déjà en place, d'ailleurs, avant, et même au moment de Maastricht. Il y avait déjà une forme de monnaie commune au moment de Maastricht, au moment du référendum. L'autre argument qu'on a utilisé beaucoup, c'est celui de la commodité. Comme si tous les Français passaient leur temps à aller à l'étranger, on dit « Ah, mais vous allez voir, ça va être formidable, vous n'aurez plus besoin de changer d'argent. » Moi, en Europe. En Europe, oui. Ouais. Je vais en Italie, il m'est arrivé d'aller en Allemagne, en Belgique, bon, j'ai jamais considéré que c'était un cauchemar de changer de l'argent. Ça se fait à peu près en 3 minutes et demie. Ça coûte pas très cher. Et alors, ils nous disent, donc vous allez pouvoir éviter ça. Mais quand on vérifie, quand on se renseigne auprès des banques, et qu'on leur dit, bon, donc ça veut dire que quand je vais aller à l'étranger, si je veux acheter quelque chose à l'étranger, par exemple payer mon hôtel à Rome, je sors mon carnet de chèques, je fais un chèque libellé en euros, et je sais à combien je paye. Ah non. Non, c'est pas comme ça. Parce que là, quand on va renvoyer le chèque en France pour l'encaisser, vous allez payer des frais. Absolument. Parce que le problème donc ils maintiennent les frais. Oui, mais ils maintiennent les frais parce que personne ne comprend ce qu'est un secteur bancaire. Le problème du chèque est un problème de compensation, un problème de papier que l'on compense, et le problème des frais attachés à un chèque, c'est le problème des frais attachés à un chèque étranger. C'est-à-dire que si une banque française émet un chèque en Italie, puisque vous avez pris l'Italie, en Italie, quelle que soit la monnaie dans laquelle il est libellé, ça reste un chèque français. Voilà. Et donc, le circuit de compensation reste un circuit international qui coûte une somme assez importante. Assez phénoménale. Qui est la même, d'ailleurs, si je voulais faire un chèque en France pour l'envoyer en Russie, qui est hors de l'Union européenne, j'ai les mêmes frais, le fait que le chèque est étranger. Et ça atteint des pourcentages incroyables. Très importants, oui. Incroyable. Il donnait l'exemple sur un chèque de 1 000 euros, ça prend des proportions folles. C'est-à-dire que c'est de l'ordre de 38% ou 32% de frais cumulés. C'est très cher. Bon, alors... Et puis il va y avoir le problème quotidien du passage à l'euro au début de l'année, qui, là, pour en revenir à ce que vous disiez tout à fait au début de votre intervention, va provoquer un véritable cataclysme social. Avec les gens vont être épouvantés. Il y avait un député hier ou avant-hier qui disait, mais attendez, dans mon village, dans ma circonscription, on parle encore en ancien franc. Et je vois mes beaux-parents parlent en ancien franc. Juliette Mills, vous parlez aussi en ancien franc? J'ose le dire, oui. Il y a que l'abbé Argouèche qui lui parle pas en ancien franc. Lui connaît bien. Hein? Non, pas du tout. Ah, ouais. Non, je ne parle pas. Il parle pas dans ancien franc. Argent, je vois l'argent, mais c'est tout. Donc, mais c'est vrai que je vois mes beaux-parents qui sont pas ils sont pas kakoshim, ce sont des gens qui sont parfaitement dans l'actualité, qui regardent la télévision, qui lisent les journaux et tout. Et mon grand-père, mon beau-père dit, tiens, je suis allé chez le boucher, j'ai acheté un gigot de 12 000 francs. Alors, je dis, où est-ce que vous êtes allé chez le boucher? Parce que, pour moi, 12 000 francs, c'est 1 200 000 francs. Bon. Eh bien, alors quand il va falloir passer à l'euro, mais comment ils vont faire ça? Oui, c'est très grave parce qu'il n'y aura même plus de repères psychologiques au niveau de ce qu'on appelle les prix repères, vous savez. Alors maintenant, il y a d'ailleurs des sociétés de formation qui font apprendre par cœur des prix type à des populations X ou Y, de manière à ce qu'elles aient automatiquement entre l'objet et sa valeur un rapport en l'apprenant par cœur, et qu'elles puissent étalonner tout ce qui est entre ces deux produits de cette manière-là. Ça fait penser aux tables de multiplication. Mais combien de gens qui connaissent encore la table de multiplication aujourd'hui? Ça, ils peuvent les connaître par cœur, mais je vous rappelle que les tables de multiplication, il n'y en a que 9.
12. 12 fois 12, 144. Oui, on peut faire 12, mais enfin, disons qu'avec déjà les 9 premières, on fait déjà pas mal de choses. Là, on est devant des milliers de produits. Oui, quand je dis des milliers, c'est des millions de produits. Donc le problème est... Et puis, c'est quand même la première fois... Alors, je sais qu'on a reçu sur... alors, je voudrais donner des informations pratiques quand même, parce que c'est important. Oui, alors j'allais vous demander d'y venir. Il y a eu donc, pour la région parisienne en tout cas, un comité francilien de défense du franc qui a été constitué de diverses associations et même mouvements politiques, de manière à organiser la collecte de tous les moyens de contestation et de résistance, on va les appeler comme ça, que les uns et les autres ont créés, puisqu'il y a des autocollants faits par certaines associations ou par certains partis politiques, il y a des tracts faits par d'autres, etc., et de les diffuser auprès de groupes de personnes qu'on appelle des comités locaux, qui acceptent de travailler avec nous, c'est-à-dire de faire des collages, de faire des distributions, de donner des consignes, etc. Les consignes et la ligne de front, c'est pour l'instant le secteur bancaire. Dans le secteur bancaire, nous voulons faire appliquer jusqu'au 31 décembre la règle que la Commission européenne a édictée elle-même, qui est écrite, c'est pas un fantasme, et qui est la règle du nini, c'est-à-dire la possibilité jusqu'au 31 décembre pour toute personne de pouvoir faire ses achats, travailler en francs. Et en attendant le passage, celui-là évidemment juridiquement valide, du 1er janvier à l'euro. Or, actuellement, les grandes entreprises et le secteur bancaire, ce que sont les deux qui sont en flèche, utilisent tous les moyens de force pour empêcher les PME, les salariés et les consommateurs, par le biais des chéquiers en euros imposés, soi-disant à partir du 1er juillet, de pouvoir effectuer leurs achats ou de continuer à vivre en francs jusqu'au 31 décembre. Et je peux l'attester pour avoir eu au téléphone des entreprises, pour en avoir le cœur net, qu'on a une arrogance dans les grandes entreprises et une violence dans ce domaine quand on réclame, insupportable, et qui prouve que le problème n'est pas un problème technique, mais que c'est bien un problème idéologique. Moi, je vais vous donner un moyen qui vient pas de moi, c'est un ami qui a trouvé ça. À l'heure actuelle, on se prépare à nous imposer des chéquiers en euros. Oui. Les chéquiers en francs sont accompagnés de la mention. Chaque chèque est accompagné de la mention chèque valable jusqu'au 31 décembre 2001. Bon, ça on peut pas réclamer, ça cette mention est valable. Il y a un moyen très facile de pallier ça, c'est après, au cours de l'année 2002, d'antidater tous les chèques. C'est-à-dire que quand vous ferez un chèque le 15 janvier 2002, vous le datez du 15 décembre 2001. Et ça, c'est absolument incontrôlable. Et vous pouvez faire ça toute l'année parce que les gens qui reçoivent les chèques ont 1 an pour les déposer à la banque. Donc la première chose, c'est que pendant 1 an, les banques vont être obligées de se dépatouiller avec des chèques en francs, toujours. Absolument. La deuxième chose, il faut les épuiser de chèques en euros. Et pour ça, il y a un moyen très simple et finalement assez économique. Chaque fois qu'on vous donne un chèque en euros, vous utilisez 1 ou 2 chèques normalement, et tous les autres, vous envoyez un chèque de 1 franc, c'est-à-dire 0, je ne sais quoi d'euros, à vos amis. Ça vous coûte 1 franc par ami, c'est pas gênant du tout. Et vous dites simplement, quand vous allez recevoir ce chèque, soyez gentil, sur votre chéquier, faites la même chose. Envoyez à un ami un chèque d'1 franc. Déposez ce chèque sur votre banque et faites la chaîne. Vous faites un chèque d'1 franc à un ami qui le déposera sur. Comme le traitement d'un chèque coûte à peu près 10 francs, je crois. Oui, c'est quelque facilement. Ils peuvent pas tenir le coup. Ça, c'est de la résistance civique. Absolument. La résistance active. Je pourrais dire aussi aux gens auxquels on refusera des chéquiers en francs alors que c'est illégal. Oui. Je le redis. Que le chèque peut être libellé sur papier libre. Sur papier libre, absolument. Que l'on peut même imaginer, ça fait partie du travail des comités, de fabriquer des trucs à souche sur papier blanc qui permettront aux gens de faire des chèques en francs en toute légalité. C'est parfaitement légal. Il suffit que les mentions chiffrées soient portées. Vous pouvez faire un chèque sur un 9. Absolument. Quelque support que ce soit, si vous me portez les indications légales, c'est-à-dire le numéro du chèque, le numéro du compte, il n'y a aucun problème, vous êtes dans le droit. Donc, il y a 1000 moyens de résister, et je signale jusqu'où vont les banques, quand même, dans leur refus, c'est qu'on peut aussi
ouvrir des comptes en devises, le contrôle d'échange étant levé depuis des années, il est tout à fait légal pour n'importe quel citoyen français d'avoir un compte en francs et un compte en dollars ou en yens ou en francs suisses ou en roubles, pourquoi pas. Je n'ai pas de devise préférée. Mais on s'aperçoit, nous avons fait des tentatives, que les banques refusent l'ouverture à un citoyen français actuellement d'un compte en devise, ce qui est proprement illégal. Et je dois dire, pour avoir eu des conversations téléphoniques, que au mot illégal, on nous dit vous avez qu'à porter plainte, et en nous disant... C'est les méthodes de gangsters, c'est les méthodes de la mafia, t'as qu'à porter plainte. Nous sommes actuellement une guerre qui est menée à l'encontre des Français. En tout cas pour la France, c'est peut-être vrai en Italie aussi, mais moi je ne parle que de ce que je connais, en dépit des règlements de la Commission européenne. C'est-à-dire qu'on voit bien que la Commission de Bruxelles est pain béni lorsqu'il s'agit d'avancer dans la perte de souveraineté des pays, mais que dès lors qu'elle pourrait gêner un peu, on s'assoit dessus. Et c'est le cas pour cette affaire. Alors, Georges Clément, ce que je vous propose, c'est il va falloir revenir. Là, vous donnez l'adresse à laquelle on peut écrire pour avoir des renseignements. Voilà. Et puis, on va consacrer régulièrement une partie de cette émission à ce combat qui me paraît un combat vital. Essentiel. C'est le dernier combat qu'on peut mener en tant que Français avec ce nom et de manière en plus œcuménique. Parce qu'on ne me dise pas qu'une opinion politique en la matière est contraire à une coordination ou à une union. Et alors on donnera, si vous avez des trucs, des idées comme celles que je viens de donner, on donnera ces idées et puis on fera le point régulièrement sur ces questions. Alors l'adresse, l'intitulé et l'adresse de votre association. Pour nous écrire, c'est pour ensuite aller dans un comité départemental de la région parisienne et travailler, nous aider, car nous ne sommes pas une association, nous sommes une coordination. Alors c'est donc à mon nom, G. Clément, Comité francilien de défense du franc, boîte postale 132, 80 rue Legendre, 75 17 Paris. Donc ça, c'est pour le comité francilien. Et je voudrais donner une adresse internet pour ceux qui peuvent y accéder, et qui est, vous trouverez tous les textes et tous les conseils qu'on peut donner de résistance et également d'autres informations sur les débats au Sénat ou à l'Assemblée qui touchent à ce problème. L'adresse internet, c'est www.argent.fr. Et là, vous aurez en plus les liens avec tous les sites anti-euro européens. Alors ça, c'est un site qui est fait, je crois, par Michel Prieur. Absolument. Qui est le numismate connu des auditeurs de Radio Courtoisie et des lecteurs du Libre Journal, puisqu'il a eu la gentillesse de faire plusieurs articles, d'ailleurs, toute une série d'articles sur l'euro, passionnant. Merci Georges Clément. Je rappelle l'adresse, Comité francilien de défense du franc, boîte postale 132, 80 rue Legendre, 75 017 Paris. Le site internet argent.fr. Merci. Merci à vous. Mon père, comment allez-vous ? Je vais très bien. Quelles nouvelles nous apportez-vous ? Des bonnes nouvelles pour tous nos bienfaiteurs, nos amis de Riomont. Quand je dis mon père, c'est le père Argouage, bien entendu. Vous avez reconnu la voix, le prieur de l'abbaye de la Sainte-Croix de Riomont. Voilà. C'est ça ? Merci Serge. Non, c'est exactement ça. Incroyable. Ah oui, mais ça tombe. Depuis le temps, ça finit par rentrer. Alors donc, je suis allé en Bretagne, j'ai passé 2h30 avec la propriétaire du village et elle a enfin signé. Elle avait déjà signé sur un papier différent du mien, mais cette fois-ci elle a signé sur le même papier. Et donc maintenant, on va courir un délai de 1 mois et demi, 2 mois pour la préemption. Donc il faut prier pour que le maire du petit village qui est à côté, ou de la petite ville, n'exerce pas son droit de préemption. Alors là, je crois qu'il faut faire des neuvaines pour tous ceux qui aiment Riomont, mais surtout ce projet breton qui nous permettrait de camper, car les nouvelles ne sont pas très bonnes pour nos camps d'été, puisque on a téléphoné à la Jeunesse et Sport d'Arras, et là la dame nous a dit, mais je suis pas habilité à répondre pour l'instant. Nous avons une réponse de la Jeunesse et Sport du Maine-et-Loire, mais je ne suis pas habilité à répondre. Alors c'est un peu inquiétant. Nous nous trouvons pratiquement à 15 jours, 3 semaines des camps. Et si on nous refusait de camper, ce serait quelque chose d'épouvantable pour nos 340 garçons et filles. Donc nous attendons
nous espérons, déjà on voulait que nos camps ne soient pas croisés, c'est-à-dire que nos enfants, nos petits garçons, louveteaux, louvettes, ne se retrouvent pas avec les scouts et les guides pour une journée, c'est-à-dire que nous avions une grand-messe de prévue, puis une veillée la veille, nous aimons bien les retrouver, d'abord il y a beaucoup de frères et sœurs, et puis c'est très convivial, et puis c'est tout à fait la technique des feux de camp, et là on nous a dit non, ça fait trop de monde pour un jour. Or notre encadrement, je répète, diplômé avec tous les BAFD et les BAFA sont différents. C'est pas le même encadrement qui s'occupe des petits et des grands. Et donc tout l'encadrement serait sur le terrain. Donc c'est une persécution gratuite pour qu'il n'y ait pas un amas c'est pas un amas les scouts de Riomont, mais un grand rassemblement des scouts de Riomont pendant cet été. C'est assez extraordinaire. Alors on a refusé ce chevauchement, nous le voulons, nous avons refusé en disant qu'il y a 40 ans de tradition catholique à Riomont avec ce système-là et que nous mais de quoi refusons. En plus nous refusons ce diktat. Mais de quoi il se mêle? Ouais. Quand on pense qu'il y a 3 jours, un type qui était poursuivi pour des actes de pédomanie a pu se débiner parce que le juge l'avait laissé sortir au nom de cette loi criminelle qui permet maintenant de remettre les criminels en liberté, alors qu'on sait très bien qu'ils sont coupables au motif d'une prétendue présomption d'innocence. Alors, donc on laisse courir des types comme ça, mais quand il s'agit de choses qui sont encadrées parfaitement par des professionnels, par le nombre nécessaire de diplômés, etc., ils viennent mettre leur grand pif dans ces histoires, mais c'est insupportable, ça. C'est épouvantable. Et alors, on ne sait pas du tout, on va voir sûrement une lettre ces jours-ci, il nous restera 15 jours, 3 semaines pour réagir, on ne sera plus dans les délais pour présenter un nouveau projet. Donc moi, j'ai envie de faire mon prochain pèlerinage de réparation chez Marie-Georges Buffet, c'est-à-dire qu'on pourrait faire une grande procession qui irait dans ses bureaux et puis on fera ce que font les autres si ça continue parce que je la préviens, Marie-Georges Buffet, que ceux de son bureau qui sont autour d'elle le sachent, ceux des RG qui m'écoutent qui le sachent, qu'on va bouger, on est obligé de bouger. Parce que on ne peut pas se laisser faire. D'abord, on est responsable, on est éducateur, on est prêtre catholique, et nous sommes encore pour quelques jours peut-être dans un pays de liberté, jusqu'au jour où je serai arrêté, mais au moins ça sera clair. Bien, et ben alors voilà, comme ça ils sont prévenus, ils commencent vraiment à nous chauffer les oreilles, cette racaille là. Comment on peut vous aider? Je vous pose la question chaque fois que vous venez. Maintenant, le village, les choses sont en route. Vous n'avez pas encore réuni la totalité des sommes en jeu? Non, on a la moitié de la somme pour le village breton, et puis Notre-Dame de Riomont-Peine, comme je l'ai dit la dernière fois dans l'émission du commandant Guillaume, qui a eu la gentillesse de m'inviter. Il faut donner, si vous voulez donner, encore juste avant les vacances, mais ça sera dur, parce que c'est difficile pour tout le monde. Il faut donner à l'association Notre-Dame de Riomont, au village d'enfants de Riomont. Oui, parce que le village continue à tourner. Voilà. Et vous pouvez pas utiliser l'argent qui est consacré à l'achat du village breton pour faire tourner Riomont. Donc il faut alimenter les deux réservoirs, si j'ose dire. Voilà, il faut tenir. Je remercie particulièrement les 400 personnes qui m'ont envoyé des lettres bouleversantes. Je vais faire un journal spécial qui sera un journal breton. Dès que nous aurons dès que nous aurons la certitude que nous avons le village, pour les tenir au courant des futurs travaux, de tout ce que nous ferons pour ressusciter ce petit village et l'offrir à la jeunesse de France. Merci mon père. Alors je vais vous demander de rappeler les intitulés et l'adresse. Alors l'adresse c'est toujours la même, c'est Association Notre-Dame de Riomont, c'est au village d'enfants de Riomont, boîte postale 28 62 801 Liévin, CEDEX. Et puis l'intitulé des chèques, selon qu'on veut participer à la vie quotidienne du village d'enfants ou à l'acquisition du village breton. Alors c'est deux associations différentes. Voilà, pour le village d'enfants, c'est l'association Notre-Dame de Riomont, et pour le village breton, Scout et Guide de Riomont. Alors Notre-Dame de Riomont, c'est ce qui paye l'alimentation, l'électricité, le gaz, l'entretien du village. Et les impôts. Et les impôts, parce que vous payez des impôts, bien entendu, étant donné que vous êtes une œuvre de bienfaisance. Non lucrative, etc. Et j'ai des impôts sur les bâtiments, sur un tas de choses, évidemment. Et puis il faut rouler, on a quand même quelques voitures. Je remercie aussi ceux qui nous offrent des voitures, ça nous permet de pas les acheter.
et tous ceux qui prient pour nous, parce que la force de Riomont, je crois, le cœur de Riomont, ce sont vraiment tous ces amis, tous ces bienfaiteurs qui prient pour nous le soir, qui récitent le chapelet pour le village. Et c'est la force de Riomont, je dirais, c'est notre sang. Et je les remercie de tout cœur. Et nous, tous les jours, nous prions pour eux. Tous ces anonymes aussi qui nous envoient des dons, on reçoit des dons anonymes magnifiques. Eh bien, tous ces anonymes, je les porte dans ma prière tous les jours. Merci mon père. À bientôt. Vous viendrez nous tenir au courant de la suite des aventures du Serge. village de Riomont.